il n'y a pas de normes. Il y a des étapes successives dans le développement d'un enfant et il ne faut pas brûler les étapes. Si un enfant, par exemple, les mères comparent les normes d'un enfant, à tel âge, il faut avoir une dent, 2 dents, 3 dents, etc. Mais c'est tellement pas vrai. L'important, c'est d'être tout le temps dans la communication et tout le temps dans la découverte du nouveau. C'est ça la vie. Mais c'est pas être dans une norme. De même qu'il y a des végétaux avec des fleurs tardives, des fruits tardifs, des fruits précoces, des fleurs précoces. La même chose chez les êtres humains. Pour Françoise Dolto, le psychanalyste doit aussi donner l'alarme devant les carences publiques. Ainsi, son militantisme en faveur d'un nouveau statut juridique pour les enfants contribue à l'existence de la Charte internationale des droits de l'enfant. Elle estime aussi de son devoir de prendre position vis-à-vis de l'école. Par son expérience de psychanalyste, elle sait que l'école pourrait jouer un rôle majeur dans l'évolution des enfants. En sauver certains d'un milieu familial qui les détruit, permettre à tous d'accéder à l'autonomie et d'accomplir leur personnalité. Mais non seulement le système scolaire n'y réussit pas, mais il a souvent un rôle pathogène à certains âges. Pour pouvoir enseigner, l'école devrait d'abord éduquer, et pour cela soutenir l'enfant dans son développement psycho-affectif. Et elle tient des propos extrêmement subversifs. Par exemple, dans la préface qu'elle avait écrite en 1965 pour le premier livre de Maud Manoni, la première rencontre avec le psychanalyste, il y a toute une partie à la fin de cette préface qui est consacrée à la question scolaire et qui est d'une subversion, presque d'une violence par rapport à l'école. Et nous sommes en 1965, c'est-à-dire qu'il y aura Françoise Dolto, bonjour. Bonjour, Jacques Ravel. Ce que je vous propose aujourd'hui de faire, c'est d'aborder un thème qui n'est peut-être pas un gros problème pour beaucoup de familles, mais un thème sur lequel, en tout cas, beaucoup de parents s'interrogent, parce qu'on a envie d'en savoir un peu plus. Ce sont les rêves et les cauchemars des enfants. Et avant d'en parler, je vous propose un témoignage. La première fois que j'ai entendu la voix de Françoise Dolto, en fait, c'est dans mon enfance, dans mon adolescence, dans la cuisine, en rentrant de l'école, quand ma mère écoutait les émissions qu'elle faisait. Ça a été une voix d'une dame qui était qu'il fallait écouter. Est-ce que la question est sur le tapis oui, là, ça a été une audace extraordinaire qui m'a... D'ailleurs, si j'ai vraiment, une fois dans la vie, éprouvé ce que c'est que l'angoisse, car je ne connais presque pas l'angoisse. Je connais presque pas l'angoisse. Je l'ai éprouvé d'une façon térébrante au moment où on m'a proposé de parler à la radio. Et je me souviens que nous étions à Antibes et qu'elle tournait comme un fauve en cage dans cette maison en disant « Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas s'il faut que j'accepte, c'est la décision la plus difficile de ma vie. » Et vraiment, ça la torturait. Je crois qu'elle avait conscience du saut que ça représentait, de la difficulté et des critiques auxquelles elle allait s'exposer. En quoi elle avait bien raison. À partir de 1976, Françoise Dolto cesse progressivement ses consultations, à l'exception des très jeunes enfants. S'ouvre alors pour elle la dernière période de sa vie pendant laquelle elle communique, par la radio et les livres, ses convictions au plus grand nombre. Le 10 octobre 1976, sur France Inter, elle commence une émission qui durera 18 mois. Tous les jours, à la radio, elle répète qu'il faut tenir compte de l'inconscient dans l'éducation des enfants. Elle leur demandait d'essayer de bien expliquer ce qu'ils avaient à dire. Alors, ce qui a été très intéressant pour moi, c'est de voir l'évolution des lettres.
Parce qu'au début, il y avait des lettres qui disaient souvent « Mon fils de 6 ans fait pipi au lit », en 4 lignes, 5 lignes. Et à la fin, souvent, nous avions des lettres de 20, 15, 30, quelquefois 40 pages. Un jour, Françoise Dolto reçoit une lettre d'une jeune femme qui lui dit avoir une haine insurmontable pour sa fille de 7 ans. Quand ma fille est à l'école, tout va bien, je n'ai que des sentiments positifs et heureux pour elle, mais dès qu'elle est de retour à la maison, pour moi, c'est insupportable. Je ne pense qu'à une seule chose, me tuer ou tuer mon enfant, car je ne supporte pas sa présence. Françoise Dolto lui répond à l'antenne « Dites à votre fille la vérité sur le rejet que vous avez d'elle. La mère ne peut s'y résoudre. » Quelque temps plus tard, l'enfant rentre de l'école et surprend sa mère en train d'enjamber le balcon pour se jeter dans le vide. Et sa fille est arrivée à temps, et devant les yeux affolés de sa fille, elle lui a dit « Écoute, il faut que je te dise, et dans la lancée, elle lui a dit « Tu sais, j'ai écrit à la dame, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle dit « Oui, j'ai écrit à la dame qui parle à la radio. » Et l'autre lui dit « Ah oui, ta copine, tu m'as dit que tu allais m'écrire, alors tu lui avais écrit ?» Oui, et elle m'a dit de te dire quelque chose que j'ai toujours caché. Alors la petite lui dit « Quelque chose que tu m'as caché ?» Bon, ben, il faut me le dire, il faut me dire tout à fait allumé par la curiosité. Et alors, non, je ne peux pas. Et la petite lui dit « Mais si, il faut me le dire. Tu me promets que tu ne diras pas à ton père. Oui, je te promets que je ne dirai pas. » Et elle lui dit « Depuis que tu es née, je t'attendais. » Elle lui dit la vérité. Et la petite fille s'est précipitée dans les bras de sa maman. « Ma pauvre petite maman, mais ma pauvre petite maman, il fallait me le dire. Mais je vais faire tout pour que tu ne me vois pas. Oh non, tu es trop malheureuse. » Et elle a cajolé sa maman. « Tu es trop malheureuse, c'est pas possible, tu es trop malheureuse. » Et la mère dit, j'ai fondu en larmes, sangloté dans les bras de ma petite fille qui avait 7 ans et quelques semaines. Et ça a été un moment exquis, délicieux. Et pendant que je embrassais la fille, madame, ma mère m'est revenue en mémoire, et je ne vous l'avais pas dit. Ma mère, je vous avais dit que ma mère était morte jeune, mais ma mère est morte en couche de ma dernière petite sœur. Malheureusement, ma petite sœur a survécu, et ma mère est morte. Et je crois que c'est ça. Elle signe, et en post-scriptum, elle dit « Si c'était ma sœur qui était morte, nous aurions gardé ma maman. Et moi, j'étais l'aînée, j'aurais pas eu ce grand chagrin et d'élever ma petite sœur, qui elle aussi avait le chagrin d'avoir tué sa maman. » Et je lui ai répondu « Madame, vous avez fait une psychanalyse. » C'est ça qui était très beau, c'est qu'on a eu vraiment le sentiment d'une espèce de relation avec un public invisible qui évoluait au fur et à mesure que le travail se faisait. Et ça, là, j'en ai eu témoignage, et maman aussi, souvent après, je me souviens combien de fois les gens me disent « Mon enfant a été élevé en écoutant les émissions lorsque l'enfant paraît ». Très, très, très souvent. On disait ça, c'est des enfants Dolto. J'ai reçu, depuis que nous faisons ces émissions, plusieurs témoignages d'enfants qui traînaient comme ça des cauchemars et qui, avec du papier à côté d'eux et des crayons, s'ils se réveillent la nuit, tu dessines tout de suite ton cauchemar et si tu veux, on en parlera demain. Et les cauchemars ont disparu aussi. Françoise Dolto, je vous remercie. Nous retrouvons demain pour Lorsque l'enfant paraît. Nous répondrons à d'autres questions, d'autres lettres. Je rappelle l'adresse à laquelle on peut vous écrire. C'est au Temps de Vivre à France Inter, pièce 5348, 116 avenue du Président Kennedy, Paris 16e. Le terrain était préparé. Je crois que la France est le pays le plus psychanalytique, je dis bien psychanalytique et pas psychanalysé, du monde, et plus que les États-Unis, enfin autrement. Et en ce sens, c'est pas étonnant qu'il y ait eu ce succès. On a perçu seulement ce personnage extrêmement populaire, le personnage de la cause des enfants, celle qui allait en première ligne pour régler publiquement les problèmes des enfants, et qu'on a oublié que tout ça était au fond le fruit d'un très long travail de cabinet et d'enseignement pendant des années. On ne devient pas Françoise Dolto d'un coup par les médias quand on n'a pas un poids théorique et historique important. C'est ça que l'enfant demande, le désir de communiquer à propos de quelque chose qui l'a alerté,
Mais ce qui alerte, c'est de ne pas être comme un autre. On donne des directives comme si tout le monde devait être élevé pareillement. Et je voudrais, en prévention, vous dire pas du tout. Il n'y a pas de normes. Il y a des étapes successives dans le développement d'un enfant et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Si un enfant, par exemple, les mères comparent les normes d'un enfant, à tel âge, il faut avoir une dent, 2 dents, 3 dents, etc. Mais c'est tellement pas vrai. L'important, c'est tout le temps dans la communication et tout le temps dans la découverte du nouveau. C'est ça la vie. Mais c'est pas être dans une norme. De même qu'il y a des végétaux avec des fleurs tardives, des fruits tardifs, des fruits précoces, des fleurs précoces. La même chose chez les êtres humains. Pour Françoise Dolto, le psychanalyste doit aussi donner l'alarme devant les carences publiques. Ainsi, son militantisme en faveur d'un nouveau statut juridique pour les enfants contribue à l'existence de la Charte internationale des droits de l'enfant. Elle estime aussi de son devoir de prendre position vis-à-vis de l'école. Par son expérience de psychanalyste, elle sait que l'école pourrait jouer un rôle majeur dans l'évolution des enfants. En sauver certains d'un milieu familial qui les détruit, permettre à tous d'accéder à l'autonomie et d'accomplir leur personnalité. Mais non seulement le système scolaire n'y réussit pas, mais il a souvent un rôle pathogène à certains âges. Pour pouvoir enseigner, l'école devrait d'abord éduquer, et pour cela soutenir l'enfant dans son développement psycho-affectif. Et elle tient des propos extrêmement subversifs. Par exemple, dans la préface qu'elle avait écrite en 1965 pour le premier livre de Maud Manoni, La première rencontre avec le psychanalyste, il y a toute une partie à la fin de cette préface qui est consacrée à la question scolaire et qui est d'une subversion, presque d'une violence par rapport à l'école. Et nous sommes en 1965, c'est-à-dire qu'il y aura bientôt 30 ans, qui est d'une violence extrême, où elle parle de l'école caserne, où elle met en cause la manière qui est dominante de vouloir apprendre aux enfants, en faire des espèces de bêtes à apprendre, sans respecter leurs désirs, sans chercher à faire qu'ils s'épanouissent, cette espèce de chronomètre qui est mis en place en permanence. Elle a cette formule qui moi, me paraît tout à fait belle et qui résume assez bien le problème. Elle dit, classiquement, on demande à l'enfant de s'adapter à l'école. Et le problème est complètement inverse. Il s'agirait que l'école prenne en considération l'enfant, c'est-à-dire les enfants, chacun dans leur spécificité, et donc que l'école fasse cet effort de s'adapter à l'enfant pour remplir sa mission, c'est-à-dire pour éduquer l'enfant, et pour prendre d'une certaine manière le relais de la famille. L'école, ça doit être une ouverture bien au-delà de la famille, ça devrait permettre à l'enfant, petit à petit, de se sortir des tensions familiales qui sont inhérentes à la structure familiale. Ce qui est important chez un être humain, c'est ce qui le fait vibrer, ce qui l'intéresse, ce qui l'émeut. C'est ce qui ne se voit pas, mais qui le fait vivre et qui donne sens à sa vie. C'est cela qui doit être dit aux enfants, à tous, comme le plus important dans leur personnalité. Einstein était un débile, caractérisé débile par l'entourage. Il n'a pas su lire avant 9 ans, 11 ans même, vraiment. Et il suçait son pouce et rêvait toute la journée. Ses parents l'aimaient comme ça, parce qu'il n'avait pas de trouble qui gênait personne, et que c'était une famille où on respectait chacun comme il était. On disait, il pourra toujours plus tard déambuler les pièces de toile de l'oncle machin qui est à Liverpool ou je ne sais où, et on le laissait tranquille. Et cet enfant, un jour, a voulu apprendre à lire et a amené à sa mère un livre d'électricité. Alors, quand nous avons en face de nous des enfants qui paraissent arriérés, parce qu'ils sont comme ça, dans leur monde à eux, qui sucent leur pouce toute la journée et qui sont des passifs, c'est peut-être un méditatif qui médite justement ce qu'il a créé un jour et qui sera la fameuse formule de l'énergie pour le monde entier, alors qu'il paraissait n'avoir aucune énergie. La paresse, ça n'existe pas. Non, je pense que la paresse, ça n'existe pas. C'est un symptôme qu'on qualifie de paresse, on met une étiquette. Alors c'est un paresseux. Oui. Mais pourquoi il est paresseux? C'est dans ses chromosomes? C'est dans ses gènes?
On voit bien que ça ne peut pas tenir la route, cette explication-là. Bon. Parce qu'il manque de volonté. Eh bien, alors qu'est-ce que c'est que la volonté? On retrouve d'autres problèmes théoriques à ce moment-là. Hein. Un enfant qui ne fait rien est un enfant qui a, je dirais, l'esprit occupé par autre chose. C'est-à-dire que c'est un enfant qui ne peut pas s'investir, qui ne peut pas investir son énergie psychique dans ce qu'on lui demande de faire, parce qu'il y a des problèmes en suspens, hein, qui ne sont pas réglés et qui le hantent. Très souvent, il n'en sait rien. Pourquoi pas des utopies? Je dirais en premier lieu que bien souvent ce sont les utopies qui ont quand même fait progresser la société, qui ont fait réfléchir. Hein. Si on se contente de l'ordre établi ou d'une situation établie, on risque plutôt d'aller en arrière. Donc oui, pourquoi pas, il y a forcément un caractère d'utopie. Il y a je dirais, de l'impossible, au sens où Freud utilise le terme d'impossible, et il ne l'utilise pas n'importe quand, il l'utilise pour 3 pratiques. Je dis 3 pratiques, pas pour 3 théories. Il dit il y a 3 impossibles, c'est-à-dire 3 domaines dans lesquels ça n'est jamais achevé. Hein. On ne peut jamais dire qu'on a terminé, que c'est bien. Il y a la pratique psychanalytique, c'est-à-dire psychanalyser, éduquer et gouverner. Alors de ce point de vue, oui, Françoise Dolto s'inscrit dans l'impossible freudien en ce qui concerne la fonction d'éduquer. Les enfants n'entendent jamais de la bouche de leur maître, et jamais, si leurs parents ne l'auront pas dit, la formulation des lois naturelles qui régissent l'espèce humaine. Les lois de la paternité et de la maternité légale, l'interdiction du cannibalisme, du vol, du meurtre. Personne ne leur dit la loi, les droits et les devoirs que leurs parents ont à leur égard, ni ce qu'ils ont à l'égard d'eux-mêmes et de leurs parents. Tout ce qui est dit attend moins en profondeur. Voilà le témoignage le plus authentique que je peux vous dire, si vous n'en gardiez qu'un, c'est celui-là. Ce qui est parlé des difficultés des parents est mieux que ce qui est tu, parce que l'enfant, les choses tuent, l'empêchent de se construire. Je crois que la meilleure manière de comprendre la notion de parler vrai est à relier à celle du traumatisme. Quand se pose vis-à-vis d'un enfant la question de savoir si on va lui dire telle ou telle chose douloureuse qui se soit passée dans la famille. En général, dans ces cas-là, ce qu'on pense, c'est qu'il est question de lui éviter la souffrance du traumatisme en tant que tel. On pense que si on ne lui dit pas, c'est mieux pour lui. Il sera toujours temps qu'il le sache. Et on pense que là, en effet, on lui a évité un traumatisme. Il s'avère que les choses sont plus compliquées, que ce qui est traumatisant, et là c'est Françoise Dolto qui nous le dit, et très souvent, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais ce sera la présence ou l'absence de paroles dites sur cet événement. Ce qui détruit un enfant, c'est toujours ce qui n'est pas dit. On peut tout dire à un enfant sans le détruire. On peut expliquer à un enfant que pourquoi son père est en prison et lui dire absolument la vérité. C'est quelque chose qui ne va jamais le traumatiser. C'est ce qu'elle dit, c'est que la vérité, ça peut pas traumatiser. Ça peut être douloureux, ça peut faire beaucoup de chagrin, ça peut faire pleurer parce que c'est difficile, parce que dire à un enfant que son grand-père est mort, c'est provoquer chez lui beaucoup de chagrin, mais ça ne peut pas le détruire. Par contre, cacher à un enfant que son grand-père est mort et lui expliquer qu'il est parti en voyage, mentir, c'est quelque chose de terrible parce que l'enfant, et Françoise le dit, sait toujours intuitivement la vérité. C'est tellement facile de dire la vérité puisque c'est la vérité qui a construit cet enfant, il n'y a qu'à la lui dire.
c'est d'une telle facilité que c'est déconcertant. C'est aussi facile que l'œuvre de Christophe Colomb. Et les gens n'y pensent pas. Ils n'ont qu'à dire la vérité. Nous avons eu un exemple comme ça d'un enfant, un très beau métis. La mère très blanche, et enfin, race blanche, belle aussi. Et je lui dis, il était à côté, comme votre enfant est un beau métis. Il me dit, il ne faut pas dire ce mot-là. Je dis, pourquoi? C'est un mot qui vous fait peur? Elle dit, oh, mais c'est pas un beau mot. Mais quel mot voudriez-vous dire? Ah ben justement, puis justement, il ne le sait pas. Ah bon? Il ne sait pas. L'enfant était autour et il vient justement en train de parler, toi, que tu es beau, pas le beau métis, que tu es beau. Alors il dit à sa mère, tu sais, je suis brun, il me demande pourquoi je suis brun. Il était tout à fait dans l'inconscient, il suivait la conversation de sa mère. Alors sa mère lui dit, ben, j'espère que tu sais répondre. Alors elle dit, ben oui, j'ai dit ce que tu m'avais dit. Alors, elle dit rien, moi j'attends comme ça. J'ai dit que c'est parce que tu m'avais emmené à la montagne, à l'hiver, alors j'étais brunie, j'ai pas perdu mon brun. Alors, ben, c'est très bien. Et puis il revient. Mais pourquoi il m'appelle négro? Parce qu'il a les cheveux tout à fait de race nègre. Alors, elle lui répond devant moi, parce que c'est mal poli, il est mal appris. Et l'enfant s'en va jouer. Je lui dis, mais pourquoi vous lui répondez que d'avoir des cheveux de la race nègre, vous venez de me raconter que vous avez un amour tellement fort pour le père de cet enfant, 6 ans de vie commune, la famille. Alors elle lui dit, mais tu n'as pas besoin de papa quand il lui demande, puisque tu as tes oncles et ton grand-père, côté maternel. Bon, soi-disant qu'il ne veut pas connaître son père. Or cet enfant voit son père 2 fois par an, 10 jours, qui vient en Europe, parce qu'il est un notable de son pays d'Afrique. Il a 4 femmes en Afrique, c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne veut pas que sa femme de France vienne là-bas, femme qu'il aime. Ils ont fait leurs études ensemble, sont des gens agrégatifs tous les deux, et cet homme aime beaucoup la famille maternelle. Et cette femme n'a pas d'autre homme que cet homme, qu'elle aime et qui vient 2 fois par an. Je dis, mais pourquoi ne lui dites-vous pas que c'est son père? Il a 3 ans maintenant. Alors, ben non, je ne veux pas, parce qu'après il ira le raconter. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être né d'un père noir? Surtout que vous me dites que votre famille l'aime. Ah, mais si vous saviez, c'est quelqu'un d'extraordinaire, et elle se met à me chanter les louanges de cet homme qu'elle aime. Je dis, mais j'en suis convaincue. Et pourquoi ne le dites-vous pas à votre fils? Ah, ben, il est dans une situation si bizarre. Je dis, pas plus que vous. Elle dit, ah oui, ça c'est vrai. Je n'avais pas pensé à ça. Cela ne veut pas dire pour autant qu'il faille tout dire, tout le temps et n'importe quand. Commenter la vie quotidienne en permanence n'a aucun sens. Il faut aussi savoir parfois attendre les questions de l'enfant. Une pouponnière est un centre qui accueille temporairement les jeunes enfants amenés par les services sociaux, les commissariats ainsi que les bébés dont la mère a décidé d'accoucher dans l'anonymat. Cette pouponnière a la particularité d'avoir travaillé plusieurs années avec Françoise Dolto. Chacun des enfants est placé sous la responsabilité symbolique d'une personne extérieure à la pouponnière. On l'appelle la référente. Justine a 4 mois. Sa mère avait souhaité ne pas reconnaître l'enfant à sa naissance. Aujourd'hui, la référente de Justine vient lui annoncer une nouvelle importante. Elle va rencontrer ses parents adoptifs. La première chose que ton papa nous a dit quand il est arrivé, c'est qu'il avait reçu la lettre du tuteur le jour de son anniversaire et que ça avait été le plus beau cadeau de sa vie. On a beaucoup parlé de toi, on a expliqué la petite fille que tu étais, et puis ce qui t'était arrivé aussi dans ta petite vie. Et puis eux nous ont parlé d'eux. Alors aujourd'hui, on est venu te parler un petit peu d'eux, parce que ce soir, tu vas les rencontrer. Alors tu vois, je te dis, là c'est ton papa et ta maman, devant leur maison, celle qu'ils avaient avant.
Parce que celle que tu vas aller habiter avec eux, c'est une nouvelle maison. Ils nous ont dit de te dire que de toute façon, les couleurs, c'était les mêmes. Tu veux que je te l'aide? Ton prénom, Justine, c'est la sage-femme qui était à l'hôpital quand tu es arrivée qui te l'a choisi. Ton papa et ta maman souhaitaient te laisser. Ils voulaient aussi rajouter quelque chose d'eux-mêmes. Donc ils ont l'intention de t'appeler Marie-Justine. Et c'est vrai que c'est une petite fille qui, pendant les 4 mois, elle a été très patiente, très calme, très souriante, détendue, qui paraissait passer ces 4 mois très tranquillement, pas dans une attente douloureuse, hein, mais dans une certaine tranquillité. Sauf, effectivement, à la mi-décembre, où il y a eu un jour qui a été particulièrement douloureux pour elle, où elle a beaucoup pleuré. Et elle a eu beaucoup besoin que sa maternante s'occupe d'elle toute la journée, presque exclusivement. Bon, elle semblait souffrir de quelque chose qu'on n'a pas forcément identifié, mais sur lequel on a essayé de parler un petit peu avec elle, par rapport effectivement à la séparation future, la séparation d'avec sa mère de naissance et la rencontre future avec ses parents, le départ de la pouponnière. Donc tout ça, c'est des choses dont on parle avec les enfants. Et sinon, effectivement, c'est une petite fille qui a grandi très tranquillement. Et alors depuis hier, elle est d'un sérieux absolument extraordinaire. C'est-à-dire que depuis qu'hier, j'ai dit qu'elle allait me rencontrer aujourd'hui, elle est extrêmement sérieuse. Ce matin, elle s'est réveillée beaucoup plus tôt d'habitude. Elle a modifié son rythme. On ne va pas se lancer dans les interprétations un peu fantaisistes, mais enfin bon, ce matin, elle a pris son biberon à 11h au lieu de 10, alors que c'était à midi qu'il est prévu qu'elle vous rencontre. Et puis cet après-midi, elle a pris son biberon à 3h plutôt que 4h, puisque les 4h, c'est l'heure à laquelle vous rencontrez. Et là, tout à l'heure, je suis allée la prévenir, donc là, il y a 5 minutes que vous étiez là et que je venais vous voir avec Anne-Marie. Et elle m'a souri. C'est que depuis hier, Je te présente ton papa, Hervé, et ta maman, Frédéric. Bonjour Justine. Et monsieur Médégueux aussi. Et bonjour, je rappelle que je suis une personne. Tu as fait un beau sourire, là, j'ai encore une fois. C'est la chance. Hein. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes ici, ça doit être ça. Oui. Voilà. Ton papa et ta maman, ils t'attendent. Ouais. C'est ton papa et ta maman. Oui. Il y a ma maman qui va pu s'occuper d'elle. Et nous, on vient s'occuper de toi. Et puis t'aimer. Hein? Tu vas venir vivre ta vie avec nous. Oh, on va te faire plein de bisous. Très fort. Grâce papa. Tu es une jolie petite fille. Je t'ai fait toute belle. Oui. Ah oui. Oh, tu es belle. J'ai attendu longtemps. Moi aussi. Très très longtemps. Oui. Oui. Je suis content de te voir. Tu viendras dans notre maison. On a tout préparé pour toi. Rien que pour toi. Hein? Regarde. Tu vois? Avec tous les 3 petites choses. On va surtout se faire des gros bisous. Fermés. Oh oui. Oh, dis donc, t'es jolie. Quelle Mariana. Tu t'es fait toute belle. Tu veux un bisou? Je souffle. Tu vas venir? Tu vas venir? Je ma chérie. En tant que responsable de cette institution... Avant son départ de la pouponnière, Justine est reçue avec ses parents adoptifs par la directrice. Le lien avec sa mère naturelle. Et Elle leur parle au nom de l'institution. Elle leur rappelle que la pouponnière est le lien entre l'enfant et sa mère naturelle.
Justine pourra donc y revenir lorsqu'elle posera des questions sur sa filiation. Les informations données par sa mère naturelle ont été dites à l'enfant. Elles sont rassemblées dans un dossier et pourront, plus tard, lui être transmises. De la mettre au monde sans préciser sa filiation. Mais le plus important, c'est la fonction symbolique que la pouponnière va prendre pour Justine, parce qu'elle y a vécu les premiers mois de sa vie. Justine aura des questions à poser par rapport à ce livre quand même. Elle verra quelques éléments d'histoire de sa maman, peut-être qu'on aura dans le dossier, que pour lui transmettre. Mais elle vous posera des questions. Et je pense qu'à ce moment-là, l'existence dans la réalité et la fonction symbolique de cette maison sera importante. Très importante. Tu vois, c'est pour dire que tu quittes la pouponnière. Voilà. Alors, écoute, c'est la première fois qu'on fait ça. Bravo. Elle s'élève contre le mot abandonner. Elle dit que dans le mot abandonner, c'est un jugement, et que dans abandonner, il y a don, et qu'une femme qui ne peut pas élever son enfant et qui le confie à la société est une femme qui aime son enfant et qui, considérant qu'elle ne pourra pas lui donner la vie qu'elle souhaite qu'il ait, compte tenu justement qu'elle l'aime, décide de le confier à la société. Et que donc c'est un don qu'elle fait. Et que c'est un don qui rend service à d'autres qui, eux, ne peuvent pas avoir d'enfants. Et que donc cette femme est un être estimable. Il y a plein de gens à 18 ans, par exemple, à 20 ans, enfin, au moment de se marier, qui, en voyant le livret de famille, apprennent qu'ils ont été adoptés. Ça fait des ravages absolument sur eux, sur toute leur vie. Et en général, ça a beaucoup handicapé leur vie avant, parce qu'évidemment, ils ont vécu dans le mensonge, enfin, avec des gens qui les trompaient. Tout s'écroule. Ah bah oui. Enfin, vous vous rendez compte, à 18 ans, vous apprenez que vos parents ne sont pas vos parents de naissance. Ça veut dire que pendant 18 ans, ils vous ont trompé. Enfin, ça, c'est vraiment... tous les gens qui ont vécu ça le disent, c'est absolument terrible. Enfin, on ne peut plus croire à rien. Et en plus, l'expérience clinique prouve que comme l'enfant, justement, a ce savoir en lui, il y a toujours des symptômes. Enfin, il y a des enfants qui ne peuvent pas lire et écrire, par exemple. Hein, c'est pour ça que c'est si stupide de les envoyer en orthophonie avant d'essayer de comprendre le sens de leurs symptômes. Il y a des enfants qui ne savent pas lire et écrire parce qu'il y a une histoire comme ça gigantesque, monumentale d'identité. Comment voulez-vous apprendre à lire et écrire alors que l'identité qu'on a n'est pas, au fond, la vraie identité? Enfin, votre vraie identité, vos vraies racines vous sont bannies, ça s'écrit identité. Hein. Il y a des bébés qui ne dorment pas ou qui, à cause d'histoires comme ça. Et si on n'a pas osé le dire quand l'enfant était petit, on se dit c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard. On peut très bien dire à un enfant, il faut le dire, mais on peut très bien dire à un enfant, je n'ai pas pu. Il faut des mots qui humanisent. Si on explique ça à un enfant, c'était trop douloureux pour moi, j'ai pas pu te dire. L'enfant comprend. C'est pas un drame, je veux dire, il comprend qu'il n'a pas été trompé, que c'est pas parce qu'on le prenait pour un imbécile qu'on lui a pas dit, que c'est parce qu'on souffrait trop. L'enfant comprend extraordinairement bien les souffrances de l'adulte. Alors à quelque moment que ce soit, si on n'a pas dit, il faut dire, puis il faut dire pourquoi on n'a pas dit. Pouvez-vous nous parler de ce que peut représenter pour des parents la présence d'un enfant mongolien dans la famille? C'est une phrase très floue. Ce que vous dites là, de représenter pour des parents, d'avoir engendré un mongolien ou d'avoir un neveu mongolien, présence d'un enfant dans la famille. Je ne sais pas ce que veut dire un enfant dans la famille. Parce que qu'est-ce que peut représenter pour des parents le fait d'avoir engendré un enfant mongolien? Ça, j'ai pas mal d'expérience. Il y a actuellement une enfant mongolienne pour laquelle on m'avait écrit, la mère m'a écrit en larmes 2 jours après cet accouchement. Et je lui ai répondu tout de suite, alors que à ce moment-là, c'était pour moi très difficile, parce que j'étais juste une opération à ce moment-là, moi, mais j'ai senti que c'était très important. Je lui ai répondu une assez longue lettre moi-même et à main, en lui disant, dites tout de suite
à votre petite fille pourquoi vous pleurez, parce qu'elle est née trisomie 21 et que ça veut dire que c'est beaucoup plus difficile de savoir élever une enfant qui est autrement que ne le sont les autres enfants et que ne l'a été sa maman. Et alors elle a lu cette lettre, son mari l'a lue, et l'enfant était fermé comme ça, et elle pleurait, et son mari était très désorienté. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on risque, hein? On va lui parler. Ce bébé, elle a reçu la lettre, le bébé avait 5 jours. Ils ont tous les deux parlé à ce bébé. Nous avons écrit à une dame qui nous a dit de te dire pourquoi ta maman pleure, et la maman reprenait, parce que tu es né avec une anomalie, comme vous parleriez à quelqu'un de tout genre, une anomalie chromosomique qui s'appelle trisomie 21. Bon, voilà, ça c'est fait. Et alors les parents qui parlaient, les 2 parents ont eu l'extraordinaire surprise de voir leur enfant leur sourire et s'animer. Bon. La clinique a cru qu'ils étaient fous, puis moi avec, quand ils ont su ça. Et quand il y avait le défilé des gens de la clinique, car cet enfant était à tout le monde, faisait un accueil à tout le monde. Elle était déjà très étonnante à la clinique. Bien sûr, tout de suite, les choses ont viré du fait que la mère a vu que cet enfant était en communication, car les enfants de trisomie 21 sont en communication exactement comme les enfants. Je ne sais pas comment à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils sont en communication si on communique avec eux. Et ben moi, je l'ai vue, cette petite fille. Elle est dans ce moment tout à fait au niveau des autres, elle est tout à fait surprenante. Et alors, la mère, quand elle m'a vu, m'a raconté ce qui s'était passé à la maternelle. Il y a une dame qui venait chercher le petit et qui dit à l'institutrice, « Ah, bah vous direz ce que vous voudrez, mais elle a une drôle de tête, cette petite-là. » La personne, l'adulte, n'avait pas encore répondu que la petite vient se planter devant elle et lui dit en baragouinant, parce que je suis trisomie 21. Alors, elle dit à la maîtresse, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous dit qu'elle a une drôle de tête parce qu'elle est trisomie 21. Comment? Et puis elle le sait. Oh mon Dieu! Et l'adulte, voulez-vous vous asseoir? Lui a dit la maîtresse. Comme ça. Vous voyez comment l'enfant le prend. Bon, les parents m'ont écrit qu'ils avaient décidé d'avoir un autre enfant tellement ils étaient heureux de cet enfant-là, mais qu'ils ne voulaient pas, ils voulaient en avoir un autre. Et leur médecin leur a dit, il faut absolument faire je ne sais plus comment ça s'appelle d'abord, l'examen de chromosomique pour savoir si cet enfant serait ou non mongolien. Et le père a dit, avec la mère, ils ont décidé, il a dit, mais il n'est pas question, quel que soit cet enfant que nous désirons, comment il sera, je ne veux pas du tout, et ma femme non plus, faire un IVG si ça doit être un enfant mongolien. Parce que notre petite, je ne la changerai pas pour un empire. Je suis attachée à elle, attachée à nous, se développera comme elle a se développé. Nous ne savons pas, puisque le développement des Mongoliens est limité. Vous savez pourquoi? Ils ne font pas la synthèse d'un acide aminé qui est nécessaire, qui fait qu'il y a un vieillissement plus précoce. Mais s'ils sont heureux, s'ils rendent heureux au courant de leur vie, et que cette vie est plus courte qu'une autre vie, pourquoi pas? Et finalement, ils n'ont pas fait cet examen. Et le médecin n'y a pas tenu, il leur a monté le bourrichon, etc., qu'il fallait absolument le faire. De toute façon, il leur a dit, vous ferez ce que vous voudrez, mais on saura. Bon. Et puis, c'était pas un enfant mongolien qu'elle attendait, c'était un enfant de cariotype sain. Mais la petite était au courant, on ne sait pas comment, de tout ce qui se passait. Parce que au courant qu'ils voulaient avoir un autre enfant, ils en parlaient. Et la petite, bon, comme toutes les petites filles, sont contentes de ce que papa-maman décide, un enfant pour elle, qu'est-ce que ça voulait dire. Et alors, elle a tout de même posé la question de confiance à son père. Elle avait donc, il m'a dit, elle avait compris qu'on avait fait cet examen, que finalement, au début, nous ne voulions pas faire, on en parlait autour de nous. Et elle est venue le trouver. Il a dit, la petite sœur et le petit frère d'après, il sera comme moi ou pas comme moi? Alors le père lui a dit, tu veux dire quoi? Trisomie 21? Alors, je lui ai dit, écoute, tu le sais, nous avons fait l'examen. Eh bien, il ne sera pas comme toi. Il dit, j'ai senti un voile de tristesse, ma fille. Et je lui ai dit, tu es triste? Et elle a fait comme ça. Mais tu pourras jouer avec lui quand il sera plus grand. Puis tu lui expliqueras comment c'est d'être trisomie 21. Tu sais, ça l'intéressera, lui, qui ne le sera pas. Alors, elle était toute contente que son père lui dise ça. Et quand le petit frère est né, elle l'examinait partout et elle a demandé comment on peut voir qu'il n'est pas trisomie 21. Elle a dit par un examen. C'est-à-dire, on lui a expliqué, elle dit, c'est bien la médecine.
Parce que ça se voit pas pour un bébé. C'est triste d'être obligé de divorcer, mais c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ni bien ni mal, c'est triste. Et le fait de le cacher, c'est comme si c'était une mauvaise action. Voilà, c'est pour ça qu'il faut tout dire aux enfants, parce que si on ne leur dit pas, c'est que c'est mal. Et puis c'est comme ça, et plus ça peut se parler, plus l'épreuve est humanisée. Il n'y a plus le langage qui humanise une épreuve. Alors la chose qu'elle dit la plus importante, c'est que ce qu'il faut expliquer tout de suite à un enfant, c'est que ça n'est pas son père et sa mère qui divorcent. Que ceux qui divorcent, ce sont le mari et la femme qui un jour se sont rencontrés, se sont aimés, et que cet amour-là était avant la naissance de l'enfant, et que même si cet amour-là... parce que si cet amour-là n'avait pas été là avant, l'enfant ne serait pas né. C'est très important de dire ça à l'enfant, et d'expliquer à l'enfant que, lui-même le sait dans sa propre vie, avec ses petits copains et tout, il arrive qu'on aime très fort quelqu'un, que ses parents se sont aimés, qui se sont aimés comme mari et femme, assez fort en tout cas pour que lui naisse, même si c'était pas très longtemps, même si, c'était comme ça, et qu'à un moment donné, ça arrive qu'on ne s'aime plus. Que c'est comme dans la vie, qu'on continue à s'estimer, etc., mais qu'on s'aime plus assez pour vivre ensemble. Et qu'à partir de là, en tant que mari et femme, on se sépare. Mais qu'en tant que père et mère de l'enfant, on restera toujours, pour toute la vie, père et mère de l'enfant. Il faut savoir, c'est énorme à raconter à un enfant. Enfin, il y a des enfants, quand on leur raconte ça dans un bureau, ça les remet complètement en place. Il y a des enfants qui s'imaginent, par exemple, que si les parents divorcent et si la mère reprend son nom de jeune fille, par exemple, ou se remarie, prend un autre nom, eh bien, eux vont changer de nom. C'est un moment où c'est important d'expliquer à l'enfant, c'est très très fréquent ça, d'expliquer à l'enfant que son père est son père pour toute sa vie, que sa mère est sa mère pour toute sa vie. S'il porte le nom de son père, il le portera toujours et il le transmettra lui à ses enfants et que ça ne change pas. Comment diriez-vous à un enfant qu'il va mourir s'il manifeste bien entendu le désir de le savoir? Contexte médical hospitalier. Ce qu'il faut surtout dire à un enfant, comme à un adulte, mais surtout à un enfant, ce n'est pas mal de mourir. Car tous les enfants se croient coupables de mourir, du fait que les parents les aiment et que les personnes qui les soignent les aiment. C'est mal de faire de la peine à quelqu'un. Et ils sont angoissés de la peine qu'ils pourraient faire. Alors votre travail d'hospitalier, c'est d'aider l'enfant à ne pas se sentir coupable si, en effet, vous pensez qu'il peut mourir. Mais comment pouvez-vous dire à un enfant qu'il va mourir? Vous n'en savez pas plus que le médecin, que le chirurgien. 99 chances pour qu'il meure, c'est possible. Nous ne savons pas du tout ce que c'est que la mort et la vie. C'est celui qui la ressent venir, qui a envie d'en parler, mais laissez-lui en parler. Et surtout, déculpabilisez-le. Et s'il vous dit, mais si je meurs, est-ce qu'il faut que j'en parle à maman? Il y a des enfants qui posent cette question. Il faut lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux en parler à ta mère? Oh, ça lui ferait trop de peine. Et alors, si tu meurs pour de vrai, elle aura de la peine pour de vrai. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise à ce moment-là? C'est vous qui allez l'aider à dire, mais peut-être que tu peux lui en parler toi-même. Et puis c'est tout. Il faut parler de la mort à un enfant qui désire en parler. C'est aussi parler, parce que la mort peut angoisser un enfant, mais il angoisse surtout, il n'angoisse que par sentiment de culpabilité. Sinon, comme pour tout être, la mort est aussi une attraction. C'est une attraction de savoir ce qu'il y a après. Tous les enfants demandent où j'étais avant de naître. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Tu en sais autant que moi. Qu'est-ce que tu penses? Puis on se met à parler où on était avant de naître. Qu'est-ce qui peut répondre à ça? Et où je serai après la mort? Tu le sauras plus vite que moi, si tu meurs plus vite que moi. Tout ce que vous pouvez dire. Le jour où tu as décidé de naître, tu as choisi un homme et une femme qui étaient dans l'union sexuelle.
Et tu as voulu faire partie des êtres humains, et toi, tu as choisi de naître garçon, ou tu as choisi de naître fille. C'est comme ça que tu étais là 9 mois avant ta date de naissance, qui est celle-là, on lui dit, qui est sur le dossier. Pourquoi tu as choisi? C'est toi qui sais, personne d'autre ne le saura. Et alors, tu as survécu, par exemple, la mère a essayé 1 ou 2 avortements, et l'enfant, j'ai eu soigné comme ça un enfant qui est resté infirme de ses essais d'avortement ratés. Bon, à partir du moment où il l'a su, on a su l'histoire, parce que j'ai pu le savoir par la mère qui a pu me le dire, eh bien, ça a été extraordinaire, parce qu'alors qu'il s'est pris en main au point de vue, qu'il devait être un gravataire, et il est actuellement quelqu'un qui marche même sans tripode, alors qu'il a été, je l'ai vu à 9 mois, cet enfant qui paraissait un grand arriéré, mou. Il n'y avait même pas de colonne vertébrale, soi-disant. Or, tout ceci était un langage de refus de vivre pour être conforme au désir de sa mère qui n'avait pas pu être satisfait puisque l'avortement avait été raté. Et c'est le fait de lui dire en mots tout ce qui était cette vérité qui a fait cet enfant s'assumer d'avoir eu un désir qui a pu surmonter le contre-désir à vivre qu'avaient ses 2 parents. C'est ça qui est extraordinaire quand on mène la psychanalyse jusqu'au désir de vivre qui est la responsabilité de chacun de nous. Quand ceci peut être donné à un être humain, on lui rend complètement une sécurité que personne ne peut ébranler. Oui, elle dit on choisit de naître. Elle dit tout à fait on choisit de naître. C'est un peu dur à encaisser. Hein, c'est difficile à comprendre et c'est un peu dur à encaisser. Je crois que quand on dit des choses comme ça, on les pense profondément. Tout le monde n'est pas obligé de penser profondément ce que pensait Françoise Dolto. Donc je crois que ceux qui veulent utiliser ce type de formulation, il faut qu'ils les aient travaillées et il faut qu'ils se demandent si vraiment ils y adhèrent. Moi, j'y adhère pas toujours. Pas toujours. Parfois, je m'en sers avec tel enfant et parfois pas. Si l'analyste le pense et arrive à le dire pour tel enfant, effectivement, ça l'intronise. Enfin, c'est une des manières de l'introniser comme sujet. Hein. C'est très important pour les enfants qui ont été conçus dans la violence et dans le non-amour. Hein. Tous les enfants n'ont pas été conçus par un homme et une femme qui s'aimaient et qui ont souhaité avoir un enfant. Je dirais même que c'est l'exception. Donc tous ces enfants qui ont été conçus dans le non-amour ou lors de violences, des viols collectifs ou individuels, leur faire savoir qu'ils ont leur mot à dire, hein, c'est vraiment de ça dont il s'agit, peut véritablement les introniser comme sujet. Dans la mesure où avec la psychanalyse, on touche à la question de la vérité qui parle, comme le dit Lacan, et par conséquent, ce qui est la même chose pour moi de la vérité du corps de l'homme, qui est le lieu même de la révélation de cette vérité, parce qu'il parle. Tout ce qui touche à ça rencontre une résistance, nécessairement. Il dit qu'on peut entrer dans l'ordre de la parole là où on rencontre cette résistance et où elle est dépassée, interprétée. C'est-à-dire que c'est accéder à une expérience humaine qui est d'un tout autre ordre que la projection d'un savoir qu'on aurait de l'homme. C'est entrer dans une révélation constante de ce qui parle dans l'homme. Je vous disais tout à l'heure que d'une certaine manière, Françoise était plus près d'une parole de prophétie, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à travers les distorsions, les symptômes auxquels elle était confrontée chez l'autre, elle indiquait toujours quelque chose du sujet
et avec un espoir, une espérance incroyable. Vous savez, je crois que, sans le dire encore, mais la psychanalyse touche. Et c'est pour ça que Françoise est précieuse, à cette articulation du sensible et de la parole. Moi, j'appelle ça la pureté d'intention de Françoise Dolto. Elle a cette espèce d'humilité qui peut consentir au don de l'écoute, au don de la parole, sans tellement de manigance, quoi. Et donc de la servir, quelqu'un qui écoute vraiment, la vérité de quelqu'un qui écoute ce qu'il parle. Impossible autrement. Est-ce qu'après 50 ans de métier, on a encore le trac devant un groupe? Ça dépend de qui est on. On a encore le trac, moi je ne sais pas c'est qui on. Bon, voilà, on va laisser. Excusez-moi, je ne peux pas répondre à tout. Parlez-nous de l'évolution narcissique, quelle heure-t-il? Vous commencez à être fatigué. C'est aussi parce que vous me demandez de parler d'évolution narcissique dans la vieillesse. Hein? Alors c'est mon cas. Je peux en parler. Un jour, elle pleurait. Elle avait des larmes qui coulaient. Et je me suis approchée pour la consoler en lui disant « Ça va pas, Françoise, tu es triste ?» Et elle m'a dit « Non, non, je ne suis pas vraiment triste. Mais tu vois, regarde, tu sais très bien que je suis curieuse de cette mort, etc. Mais tu le vois là, c'est la bête en moi qui pleure. » Et c'est vrai, pour elle, c'était très clair qu'il y a le corps, qu'elle appelait la bête, et l'esprit. Et l'esprit était tout à fait, son esprit était tout à fait presque heureux de partir, mais l'animal, le mammifère, la bête en nous pleurait, parce que c'est cette enveloppe-là qui s'accroche. Et elle m'a dit, tu vois, c'est ça, c'est l'enveloppe-là qui s'accroche et qui pleure. Il m'a dit un jour, comment ça se fait que le Père Noël, il y en ait tant, parce qu'on se promenait dans les rues, il y avait des Pères Noël, tu vois, il s'est déguisé en Père Noël. Alors il me dit, mais alors le vrai? Ben, je dis, le vrai, il n'est que dans notre cœur. Il n'est pas vivant, mais il est vivant. Au moment de Noël, dans le cœur de tout le monde qui veut faire une surprise. Et il écoutait tout ça, il me dit, alors, le lendemain de Noël, il ne va pas s'en aller dans sa charrette avec ses rennes, il ne va pas remonter dans les nuages. Je dis, qu'est-ce que tu crois? Ben non, puisqu'il est dans notre cœur. Ben, je dis, oui, justement. Ah bon? Il réfléchissait. Alors si je me mets mes souliers, il n'y aura rien dans mes souliers. Mais je dis si. Alors oui, c'est toi et papa qui me mettront quelque chose. Mais oui, bien sûr. Alors moi, je peux être aussi le Père Noël? Mais je lui dis, bien sûr, tu peux être le Père Noël. Il était enchanté, ravi. Et il me dit en revenant, je suis content maintenant de savoir qu'il y a deux vrais. Et puis, tu sais, j'y crois au Père Noël, il me dit. Je dis, moi aussi. Et puis c'était fini.